Chers amis, bonsoir. Nous recevons Laurent Joly pour un livre que j'ai présenté dans Royaliste, L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite. Ce livre a été réédité en livre de poche dans la collection Champs Histoire en 2020 avec une préface inédite. Je vais demander à Laurent Joly de présenter ce livre et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Vous avez la parole. Merci beaucoup Bertrand Renouvin. Merci pour cette invitation. Alors je connaissais de réputation les mercredis de l'Anard, puisque j'ai un frère jumeau qui a été invité chez vous il y a peut-être 10 ou 15 ans et qui m'en avait dit le plus grand bien. Voilà, il avait trouvé que c'était très sympathique, très chaleureux. Je dis pas ça pour voilà, vous flatter, mais c'est vrai, il avait beaucoup apprécié. Pierre-André Taguieff aussi m'en a parlé. Voilà. Je vais pas présenter l'intégralité du livre. Du coup, je vais axer sur 2 points, j'ai programmé à peu près 40 minutes pour parler. Donc ce livre, je l'ai écrit, je sais plus si je le mentionne dans la préface ou pas, mais je crois pas. Je l'ai écrit parce que je faisais des formations depuis pas mal d'années. Pour des enseignants du secondaire, en particulier, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de petits livres, même s'il y a quand même 370 pages, au final, il n'y avait pas de petits livres sur le sujet. Donc ce livre, je l'ai conçu pour être à la fois, voilà, qui répondent à des questions un peu celles qui revenaient régulièrement en conférence, sur les origines du statut des Juifs, sur est-ce que Vichy a sacrifié les Juifs étrangers pour sauver les Français, ça c'est venu depuis quelques années, la question de l'épuration, la rafle du Veldiv revenait très souvent pour qu'il n'y ait aucun Allemand, la rafle du Veldiv. Voilà, donc c'est un livre que j'ai conçu autour de questions. Et alors, je vais pas vous filer les 7 questions qui organisent les 7 chapitres. Je vais vous parler de 2 points cruciaux qui sont, en fait, comprendre la politique antisémite de Vichy des débuts. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a fini par y avoir une forme de convergence franco-allemande en matière antisémite? Qu'est-ce qui a créé cette convergence? Ce sera le premier point que je vais évoquer. Et le deuxième point, ce sera de revenir sur ce moment qui est le plus important, qui est de comprendre ce qui s'est passé à l'été 1942. Pourquoi il a été finalement si facile pour les Allemands d'obtenir la collaboration de Vichy et la mise au service de la police française pour arrêter massivement des dizaines de milliers de gens. C'est quelque chose qui ne va pas de soi, et c'est presque une anomalie que c'est pu se passer de manière aussi fulgurante. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a eu, ce sera la conclusion de mon exposé, qu'il y a eu finalement un frein qui a été très très vite posé et qui explique ce bilan que vous connaissez de la solution finale en France, puisqu'on le sait, à peu près les 3/4 des Juifs ont survécu, 74 150 Juifs ont été déportés et plus de 200 000 ont survécu. Voilà, donc vous le savez, la France a subi sans doute la plus grande défaite de son histoire. Elle est partagée en deux. Bon, tout ça, vous connaissez. Je vous fais grâce de ce que vous savez. Du premier cabinet ministériel de Vichy. Donc, je vous fais grâce aussi des conditions dans lesquelles l'État français, qui va s'appeler l'État français, le régime du maréchal Pétain, va voir le jour. Je vais plus d'abord évoquer une question qui est celle de qu'est-ce que Vichy pouvait faire? Qu'est-ce que ce nouveau régime, donc vous le savez, Vichy, à la fois, est en rupture par rapport à la Troisième République, veut régénérer le pays. Le thème de la révolution nationale, il n'est pas encore formé. Enfin, l'expression va venir plus tard, mais les mots d'ordre sont déjà là. Donc c'est un régime qui a un certain nombre d'atouts, mais qui évidemment, vous voyez, occupé au 3/5 quasiment, qui doit payer des frais d'occupation exorbitants, jusqu'à 400 millions de francs par jour,
qui, bien évidemment, se trouve dans une situation très délicate parce qu'elle pense que, enfin, le régime va penser que c'est provisoire, qu'on va vite pouvoir remonter à Paris. Donc il y a cette obsession de garder le contact avec la zone occupée. Au début, les administrateurs en zone occupée sont complètement perdus, livrés à eux-mêmes. Une chose aussi simple qu'avoir des rapports avec Vichy est compliqué. Donc ce nouveau régime qui se situe dans une perspective où l'avenir en Europe, c'est les régimes autoritaires, l'Allemagne va gagner la guerre, c'est ça qu'ont en tête les dirigeants de Vichy. Quelles sont les politiques qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors il y avait 3 politiques possibles dans l'entourage, on va dire, du maréchal. Il y avait la politique, on va dire, de l'armistice. C'est-à-dire, bon, voilà, il y a une convention d'armistice, elle est très sévère, elle est très, très dure, mais on négocie pied à pied et on n'accepte rien qui outrepasse la lettre et l'esprit de la convention d'armistice. Alors, c'est la politique qui est prônée par des proches du maréchal Pétain, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, par exemple, François Charles-Roux, qui va rester en fonction jusque tout début novembre 1940, le premier délégué du gouvernement, qui est proche de Pétain, Léon Noël, qui est envoyé à Paris en juillet 40, qui va rester jusqu'à la fin de l'année, lui est vraiment sur cette ligne-là. Donc voilà, c'était une ligne possible. Si vous voulez, le gouvernement français aurait fait un petit peu ce qu'a fait le Danemark, quoi. On est occupé, on est libre de constituer notre propre gouvernement, mais on essaye bon, l'exemple n'est pas très convaincant complètement, puisque le Danemark fera aussi une politique de collaboration, mais vous voyez, une politique de collaboration administrative, et on ne va pas au-delà il n'y a pas de convention d'armistice au Danemark, mais voilà l'idée on ne mène pas une grande politique. Voilà. Et on essaie de gérer les affaires courantes et de protéger le maximum la population. Alors, c'est une première option qui aurait pu être suivie. Il y avait une deuxième option, c'était celle je dis qu'elle est incarnée par Maxime Weygand parce que c'est vraiment, à mon sens, lui qui l'a le plus, qui est le plus proche de cette ligne-là, qui est à la fois on fait une politique de régénération nationale. Donc très clairement, Maxime Weygand est un homme d'extrême droite, il ne s'en cache pas, c'est quelqu'un qui est très hostile aux idées démocratiques, qui a aussi en tête voilà, un esprit de vengeance par rapport au Front populaire, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement patriote et qui considère que la convention d'armistice est quelque chose qu'on doit défendre également, même position là-dessus que les autres, les 2 premiers dont je vous ai parlé. Voilà, on doit vraiment faire respecter cette convention, se faire respecter de l'occupant. On ne mène pas, voilà, on ne se compromet pas, on reste vraiment sur une ligne extrêmement patriote et quasi germanophobe. Donc ça, c'était la deuxième option qui était envisageable. Maxime Weygand va la défendre, vous le savez, il va être renvoyé très rapidement. Vous voyez là, 6 septembre 1940, on va l'envoyer en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, où il sera gouverneur général, il va continuer à jouer un rôle politique. On sait que c'est lui qui va, par exemple, faire échouer en 1941 le projet de collaboration militaire de Darlan. Donc voilà, cette ligne était possible et c'était sans doute la plus proche de celle que le maréchal Pétain aurait suivie si il n'avait pas été sous l'influence de Pierre Laval. Parce que je ne ménage pas un suspense fou, on le sait, c'est une troisième option qui va être adoptée. Mais quand je dis option, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des choix, c'est-à-dire que rien n'était écrit à l'avance, même si vous avez des historiens comme Henri Michel qui expliquent dans les années 60-70 qu'en fait c'était la seule politique possible pour Vichy, pour la simple et bonne raison que la convention d'armistice ne permettait pas d'avoir des marges de manœuvre. Et donc, cette troisième option va aussi avoir, c'est l'idée d'Henri Michel, mais d'autres historiens ont davantage mis l'accent sur le projet propre de Vichy,
vont à la fois combiner une politique, cette troisième option, de révolution nationale, donc on va dire la ligne Végan, avec une politique qui va au-delà de la convention d'armistice. La convention d'armistice, c'est quelque chose qui nous étrangle. On doit faire en sorte de que ça se dessert. Et pour que ça se dessert, il faut mener une politique de confiance vis-à-vis des Allemands. Et c'est ce qui va s'appeler la politique de collaboration. C'est la politique Laval, Pierre Laval, qui est dans ce premier cabinet ministériel. C'est un coup politique absolument magistral qu'il a réalisé, puisque il a réussi à être à la fois vice-président du Conseil et par un acte constitutionnel du 11 juillet, qui est vraiment pour le coup un coup d'État, hein, qui est quelque chose qui a été bah, autant les parlementaires qui ont été réunis à Vichy, quand ils ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, ce sont des pleins pouvoirs constituants. Bon, ils se doutent bien que ce qui va suivre est probablement en régime autoritaire, mais ce qu'ils ignorent, c'est que Pierre Laval devient le successeur désigné du maréchal Pétain qui a 84 ans, qui peut donc décéder du jour au lendemain. Il est très âgé, même s'il est en grande forme. Donc voilà, donc c'est une forme de coup d'État, et Pierre Laval va mener cette politique de collaboration. Alors voilà un petit peu le cadre général. Je tenais à vous le décrire parce que on a parfois tendance un petit peu à l'oublier, et à oublier que ce dont on va parler est le fruit de choix politiques qui ont été décidés dès les origines de, du régime de Vichy. Alors, je vous remontre un petit peu ce cabinet ministériel. Il est en fait beaucoup plus bigarré. On dit toujours c'est la revanche de l'extrême droite. Bon, c'est en fait ce qui unit les hommes qui sont derrière le maréchal Pétain. Excusez-moi du truisme, c'est qu'ils sont derrière le maréchal Pétain. Donc ils croient à la fois dans le maréchal Pétain, ils sont des proches de fait du maréchal Pétain, et ce sont des hommes qui s'inscrivent dans l'idée que la France a perdu la guerre. Donc là, l'histoire du double jeu, tout ça, ce sont des reconstructions. La France a perdu la guerre. L'Allemagne va dominer l'Europe durablement. C'est un fait. Alors, évidemment, ce sont des patriotes, donc ce ne sont pas des gens qui vont totalement rompre tout lien. Si vous avez des liens avec l'Angleterre, on va accepter d'entendre, mais le fond de leur politique est basé sur ce diagnostic-là. La France a perdu la guerre, et on doit s'adapter à l'Europe nouvelle. Mais vous avez à peu près tout la gamme des sensibilités politiques quasiment. Vous avez des traditionalistes, certes, ce sont eux qui sont les plus nombreux, mais vous avez des gens qui viennent du centre droit, vous avez comme Pierre Laval, qui est à l'origine des socialistes, vous avez un néo-socialiste, le ministre de l'Intérieur, que vous voyez là entre Laval et Pétain. Donc vous avez voilà des gens c'est vraiment un gouvernement assez bigarré. Et l'idée antisémite n'est portée que par une minorité de ces hommes politiques et administrateurs ou militaires. Végan est antisémite, ça, il n'y a pas de doute. On sait qu'il a signé la pétition du monument Henri en 98, au moment de l'affaire Dreyfus. Et surtout Raphaël Alibert, que vous voyez là entre Pierre Laval et le ministre des Affaires étrangères Baudouin. Raphaël Alibert est un antisémite obsessionnel même. Enfin, alors c'est pas contrairement à ce qu'on peut lire parfois, c'est pas quelqu'un de l'Action française. Son père a été très proche de l'Action française. Lui, qui d'ailleurs qui a un caractère très, c'est un caractériel. Il y a un truc qui s'est mal passé avec Maurras. Bref, il est pas d'Action française, mais c'est un royaliste traditionnaliste. Il veut, voilà, sa grande ambition, c'est de restaurer la monarchie, et c'est à lui qu'on doit cette formule, d'ailleurs, des actes constitutionnels, nous, maréchal de France, etc. Donc Alibert, il a l'idée de faire un statut des Juifs, et ce statut des Juifs, c'est la tradition contre-révolutionnaire qui a été théorisée par Charles Maurras. J'ai trouvé la première mention de la formule statut des Juifs, mais c'est pas là où il a défini ce qu'il entendait par statut des Juifs. Charles Maurras, il a utilisé plusieurs formules, mais ça se résume à cela. C'est très simple. Pour Charles Maurras, un statut des Juifs consiste à enlever la nationalité française aux Juifs.
C'est-à-dire revenir sur l'acquis de la Révolution française. Comme ça, les Juifs ne sont plus citoyens, ils ne peuvent plus être fonctionnaires, ils ne peuvent plus être dans l'armée. Bref, ils n'exercent plus une influence nocive dans le pays. Donc ça, c'est vraiment l'idée classique d'un antisémite royaliste, et c'est ça que Alibert va mettre dans son projet de statut des Juifs à l'été 1940. D'ailleurs, on en trouve une trace, c'est une trace qui est absolument exceptionnelle parce que, vous savez, on a quasiment rien sur les origines du statut des Juifs. Je vais vous le montrer tout à l'heure, on n'a qu'un seul document préparatoire. On ne savait pas ce que Alibert entendait par statut des Juifs aux petits oignons. On sait qu'il a parlé d'un statut des Juifs aux petits oignons, qui préparait ça en juillet 40. Donc ça consistait, vous voyez, dans un projet de discours que le maréchal Pétain n'a finalement pas prononcé. C'est la fameuse allocution radiophonique du 11 octobre 1940, préparée dès mi-septembre 1940 dans le cabinet civil de Pétain. Donc les Juifs recevront un statut, ils cesseront d'être citoyens français pour devenir sujets français, avec toutes les conséquences qu'entraîne ce déclassement. Seuls parmi eux, les combattants authentiques conserveront la qualité de citoyens. Quant aux immigrés indésirables, eux seront expulsés du territoire. Donc là, on voit vraiment les deux volets de la politique antisémite de Vichy de 1940, mais la première ne va pas se traduire, enfin les deux ne vont pas se traduire concrètement, puisqu'on ne peut pas expulser les Juifs étrangers, et il est évidemment pas réaliste d'imaginer qu'on peut enlever la nationalité française à tous les Juifs. C'est-à-dire, pas simplement les Juifs qui sont arrivés dans les années 20, dans les années 30, mais aussi les Picards, les Vidal-Naquet, les Lambert, des gens qui sont français depuis toujours. Donc cette option n'est pas retenue par le gouvernement, et c'est le ministre de l'Intérieur, Marcel Pérouton, alors lui le remplace Adrien Marquet, le néo-socialiste dont je vous ai parlé, et lui lui, c'est vraiment l'opportunisme dans toute sa splendeur. C'est un ancien gouverneur général en Tunisie. C'est un haut fonctionnaire de très haut niveau qui est proche, d'ailleurs pas proche, c'est un pur produit du Parti radical. Évidemment, quand vous voulez faire carrière au ministère de l'Intérieur à l'époque, c'est mieux d'être franc-maçon. Donc il est franc-maçon. Il a épousé la fille de de Malvy. Donc vous voyez quelqu'un qui a été très ambitieux, très bien placé, et qui se rallie à Pétain à l'été 1940, et tout de suite, il est secrétaire général au ministère de l'Intérieur, et il est tellement brillant, tellement flatteur que le voici promu ministre de l'Intérieur en septembre 1940. Et lui va reprendre l'idée de statut des Juifs dans une perspective qui est, on va dire, opportuniste. C'est-à-dire que les Allemands préparent en zone occupée une ordonnance contre les Juifs, et donc les Allemands s'attendent à ce que Vichy légifère aussi contre les Juifs, et lui va reprendre en main le projet de statut en faisant un texte qui est en gros conforme à ce qui se passe ailleurs en Europe. On va reprendre la définition des lois de Nuremberg, c'est la même définition, sauf qu'on enlève le critère religieux. Et c'est paradoxalement, dans la loi nazie, vous avez, parce que comment on définit la race, on ne sait pas la définir. Donc la race, c'est l'appartenance à la religion juive des grands-parents. Vichy va pas prendre ce critère-là parce que Vichy a peur de laisser penser que on fait une persécution religieuse contre les Juifs. Donc on en reste à d'où cette définition tautologique, et juif qui compte et de trois grands-parents de race juive. Donc voilà, et puis on fait des interdictions professionnelles. Ça ressemble vraiment aux lois raciales qu'on trouve en Allemagne, en Italie, en Hongrie, en Roumanie. Voilà, c'est la loi raciale classique. Et pour autant, les professions qui sont définies correspondent vraiment à la tradition antisémite française qui remonte à l'affaire Dreyfus. On ne veut plus de juifs dans l'armée, plus de juifs dans la magistrature, plus de juifs dans la police. Donc tout ça, ce sont des professions qui sont strictement interdites aux juifs. En revanche, les anciens combattants peuvent rester dans des professions subalternes, c'est l'article 3. Alors, en faisant le statut des Juifs, c'est là ce que j'explique dans le premier chapitre de mon livre. Il y a vraiment en réalité, c'est pas le pur antisémitisme autochtone comme on peut le lire parfois. C'est vraiment le mélange. Enfin, c'est une combinaison entre la logique de collaboration et la logique antisémite. C'est très important parce que c'est constamment ça finalement la politique antisémite de Vichy. Vous avez l'antisémitisme propre, mais c'est pas le facteur
toujours forcément le plus important, la logique de collaboration, ce qui implique vraiment de donner des gages politiquement et de s'inscrire dans cette Europe nouvelle. Sur tous les pays, même l'Italie fasciste, s'est mis à faire des lois raciales. Quand l'Allemagne doit dominer l'Europe durablement, donc les Allemands sont obsédés par les Juifs, donc on fait une loi raciale. Ça fait partie du package normal de l'inscription dans l'ordre nouveau. Et puis vous avez une troisième logique qui est celle de la souveraineté, qui est toujours très importante pour Vichy, parce que ce qui a vraiment fait que Vichy a passé le pas, c'est quand ils ont appris qu'il y avait un projet d'ordonnance allemande. Mais ce qui frappe lorsqu'on compare les politiques qui sont mises en œuvre en zone occupée et celles qui sont mises en œuvre en zone libre, même si la loi de Vichy s'applique aussi en zone occupée, hein, ce qui fait que les Allemands disent qu'ils sont d'accord, il n'y a pas. Donc là, Vichy fait en sorte que sa loi soit applicable, c'est qu'on voit un véritable parallélisme. Vichy, lui, est obsédé par, vous l'avez bien compris, la question de l'influence juive. Donc il faut éliminer cette influence, d'où le statut des Juifs. Vichy est aussi obsédé par les étrangers, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés juifs qui ont été refoulés par les Allemands, et les Allemands, eux, ils font une ordonnance qui prévoit que les Juifs qui sont partis en zone libre ne peuvent pas remonter en zone occupée. Donc les Allemands refoulent comme ça. Alors il y a des Juifs d'Alsace-Moselle, il y en a d'autres de territoires frontaliers qui sont envoyés en zone libre, comme ça. Imaginez des trains qui arrivent à la ligne de démarcation et qui très débrouillez-vous, quoi. Vichy, zone dépotoir. Ce qui fait que Vichy va faire une loi pour interner les Juifs étrangers, sans aucune raison. C'est décision administrative, peu importe que vous soyez honnête, pas honnête, vous êtes juif étranger, vous pouvez être interné, ce qui fait que Vichy va interner massivement les juifs. À partir d'octobre 1940, vous avez 40 000 juifs qui sont internés à la fin de l'année. Donc voilà la politique de Vichy. Eux, les Allemands, ils ont cette obsession sécuritaire. On veut identifier les juifs. Donc on va marquer les magasins et on va faire un recensement. Vichy ne fait pas ça. Vichy ne commence pas de spoliation et Vichy ne fait pas de recensement. C'est ce que font les Allemands en zone occupée. Vous avez 150 000 juifs qui sont recensés en zone occupée, 180 000 pardon, qui sont 175 000 à peu près en zone occupée, 150 000 à Paris où on va constituer un fichier sur le modèle du fichier des étrangers. Et on voit là que les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris ont eu mauvaise conscience parce qu'eux, ils étaient habitués à travailler sur les étrangers et on leur a dit aussi de recenser des juifs français. Donc, ils ont fait une distinction. C'est vraiment eux qui ont pris l'initiative. Le fichier, ce qu'on appelle le fichier Tullard, puisque c'est André Tullard, le chef du bureau qu'on appelait le casier central, qui était ce grand service qui recensait les étrangers. C'est lui qui a vraiment organisé le recensement et qui a eu cette idée de séparer les Français des étrangers, fiche bleue pour les Français, fiche orange pour les étrangers. Alors voilà, donc qu'est-ce qui va amener ce que j'ai appelé en introduction de convergence franco-allemande en matière de politique antisémite. Alors là, vous voyez vraiment des politiques parallèles dans les 6 premiers mois du régime. C'est deux choses. C'est assez logique, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais les Allemands, à cette époque-là, début de l'année 1941, ils n'ont pas encore attaqué l'Union soviétique. Ils volent de victoire en victoire. Franchement, il faut vraiment être d'un optimisme échevelé pour penser à ce moment-là que l'Angleterre a une chance de gagner la guerre. Vraiment, là, tout le monde se dit, les carottes sont cuites, c'est fini. Donc vous avez d'un côté les Allemands qui se disent on va bientôt gagner la guerre, donc on peut commencer à vraiment planifier la solution finale. La solution finale, on la pense à l'époque comme une politique qui est déjà génocidaire, hein, telle qu'on a défini après coup, ce qui est le génocide des Juifs, c'est-à-dire que les Juifs sont amenés à disparaître, mais c'est pas encore l'assassinat. Donc on cherche une zone quelque part, ce sera en Pologne, ce sera peut-être en Sibérie, on a songé à Madagascar, mais on va déporter l'ensemble des Juifs d'Europe dans une zone où à terme ils disparaîtront. Donc on prépare des plans pour faire et donc vous avez un service qui s'appelle le service des affaires juives de la Gestapo, le service 4B4, ce fameux service d'Adolf Eichmann, qui a des délégués un petit peu partout en Europe. Et ces délégués
là où ils sont, eh ben, ils réfléchissent, ils font des plans sur comment on va faire pour évacuer ces territoires de leurs juifs. Donc, le délégué d'Eichmann à Paris, Théodore Dannecker, il fait un plan. Il fait un plan en janvier 1941 et l'idée phare de son plan, c'est de dire pour aller plus loin en France, il faut qu'il y ait un opérateur unique, une sorte de grand ministère qui fusionne en quelque sorte les politiques françaises et allemandes, et ce qui sera plus efficace puisqu'on laissera les Français faire, et voilà. Au même moment, vous avez entendu parler du 13 décembre 40, quand Pétain a renvoyé Laval à la suite de la poignée de main de Montoire. L'opinion publique a pas très bien réagi, donc il fallait trouver un responsable. Et donc voilà, je simplifie un petit peu, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, pour redorer sa popularité. Et puis, pensant aussi que Laval allait un peu trop loin, on l'a renvoyé le 13 décembre 1940. Les Allemands n'ont pas du tout été contents. Et du coup, Vichy essaye de renouer des liens. Et c'est l'amiral Darlan qui va apparaître comme l'homme fort de cette tentative de reprise de contact. Et on est à ce moment que je vous ai décrit, début 41. Darlan est persuadé que l'Allemagne va gagner la guerre. Et il est en plus très soucieux de leur donner des choses, de montrer sa bonne volonté. Alors lorsqu'il rencontre l'ambassadeur allemand Otto Abetz le 5 mars 1941, et que le thème de ce dîner, de cette rencontre, c'est la première rencontre d'ailleurs entre un responsable de Vichy officiellement reconnu, puisque à ce moment-là, les Allemands disent bon d'accord, on arrête, on reconnaît que voilà, Laval n'est plus là, donc c'est Ribbentrop qui a conseillé ça. Et bon, donc pour la première fois, on a depuis Laval un vice-président du Conseil, un dauphin du maréchal Pétain qui est reconnu, et on lui demande de créer cet office central juif. Évidemment, il dit d'accord, parce qu'il est dans cette logique de collaboration. Il va d'ailleurs aller très loin au printemps 1941, parce qu'on parle toujours de Laval, mais celui qui a sans doute été le plus loin en matière de collaboration, pas simplement politique, mais militaire, c'est vraiment Darlan. Et si Weygand n'a pas venu comme ça en catastrophe d'Alger, il y aurait eu les protocoles de Paris qui auraient été suivis de vraies concessions militaires. Alors, pas forcément l'entrée dans la guerre, mais on n'y était pas loin. Donc, Darlan, c'est vraiment quelqu'un qui, à ce moment-là, veut collaborer, mais il a aussi une politique antisémite. Et cette politique antisémite, il va la présenter à l'un de ses meilleurs amis, qui est le pasteur Bogner. Et le pasteur Bogner lit dans la presse, parce que l'annonce de la création du commissariat général en question juive est annoncée dès la rencontre entre Darlan et Abetz dans la presse. Donc le 8 mars, je crois, il va voir Darlan et il lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce commissariat général en question juive que vous allez créer ?» Darlan lui dit « Ça, mon cher ami, c'est pour sauver les juifs français. Les étrangers, ils vont partir, les naturalisés, qu'ils s'en aillent, je ne demande pas mieux, mais je ne veux pas qu'on maltraite les vieux juifs français. » Donc vous l'avez compris, Darlan résume à sa manière, en l'interprétant en fonction de ce qui pourrait, selon lui, être raisonnable en matière de politique antisémite en France, résume ce que les Allemands lui ont annoncé, c'est-à-dire un projet de déportation massive, de refoulement d'ensemble des Juifs d'Europe. C'est le projet allemand. Et là, on est vraiment c'est une vraie rupture, parce que à partir du printemps 1941, la politique de Vichy s'inscrit directement ou indirectement dans la logique de la solution finale, telle que le conçoivent les Allemands à ce moment-là. Alors, je fais un bond en 1942 pour mon deuxième point. On a une politique qui, je vous l'ai dit, est pensée comme devant être mise en œuvre une fois que l'Allemagne aura gagné la guerre. D'où cette précipitation d'ailleurs, parce on pense que ça va être rapide, mais comme vous le savez, il y a Barbarossa, juin 41, le génocide des Juifs mis en pratique à l'Est, parce que ça accompagne l'avancée des troupes allemandes, mais à l'Ouest, on est toujours dans cette perspective où on mettra en œuvre de grandes déportations, enfin on mettra en œuvre la solution finale une fois qu'on aura gagné la guerre. C'est ça la logique.
Alors, il y a eu des premières rafles en 1941. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de qui était le premier commissaire général aux questions juives, donc Xavier Vallat, qui va être le premier commissaire général aux questions juives. Donc, bon, petite parenthèse, ça va surtout, hein, il va avoir un rôle législatif extrêmement important, et donc il va unifier, c'est ce qui était attendu par les Allemands, il va véritablement unifier les deux zones avec sa logique de grand patriote français qui va en remontrer aux Allemands, et il va d'ailleurs même croire qu'il va s'illusionner très longtemps là, en pensant que les Allemands retireront leurs ordonnances antisémites. Donc il va faire une loi de spoliation, même plusieurs, un recensement des Juifs, un nouveau statut, une association juive obligatoire, ça les Allemands y tenaient vraiment. Donc il va vraiment appliquer un programme et qui est d'un point de vue impressionnant, hein, c'est une cinquantaine de textes, mais qui va véritablement servir sans que lui-même en ait tout à fait conscience, même s'il s'inscrit, hein, dans la logique, là-dessus il y a convergence. Hein. Pour lui, les Juifs étrangers doivent partir et la politique allemande peut permettre ça. Voilà. Donc Vallat est renvoyé d'ailleurs au printemps 1942, à une nouvelle époque. Il y a eu des premières rafles en 1941, mais elles n'ont touché que certaines catégories, des hommes en âge de travailler, apatrides. Bon, même si pour la rafle d'août 41, il va y avoir des Juifs français aussi qui vont être arrêtés, mais pour l'essentiel, on arrête des Juifs apatrides et c'est quelques milliers de gens. Donc, vous avez 4 500 personnes qui sont internées à Drancy, à peu près 3 000 dans le Loiret. Donc en 1942, un deuxième recensement qui est fait en région parisienne pour perfectionner le contrôle des Juifs. Mais début 1942, jusqu'au printemps, les Allemands sont dans une logique où on pourra peut-être commencer à déporter des Juifs de France, mais peut-être quelques milliers en 1942, et l'essentiel, on le fera une fois qu'on aura gagné la guerre. C'est vraiment ça qui est pensé. Et soudainement, printemps 1942, il y a un changement. Il y a un changement. Alors, est-ce que c'est. Alors là, les historiens débattent, hein, ne sont pas d'accord entre eux. Est-ce qu'il y a eu la conférence de Wannsee qui met vraiment au courant l'ensemble de l'appareil d'État nazi de la politique de solution finale, qui est déjà toujours cette vaste politique de déportation, mais il y a déjà mentionné en termes sibyllins la possibilité d'assassiner ceux qui supporteront ces vastes de transferts. Donc Wannsee donne des chiffres, 11 millions de juifs en Europe, fixe un objectif, débarrasser l'Europe des juifs. Mais ne fixe pas un objectif temporel. On dit pas. Et en juin 1942, Heinrich Himmler fixe un objectif temporel. Il dit dans un an, on devra avoir terminé. Donc, dans le cadre de la guerre, on décide de mettre en œuvre la solution finale qui devient l'assassinat. L'assassinat combiné à l'exploitation, puisque la SS est un vaste empire qui est aussi un empire industriel. Et donc les camps, c'est aussi une main-d'œuvre servile qu'on utilise. Donc c'est les deux choses, la solution finale, c'est l'assassinat et c'est l'exploitation jusqu'à leur mort des Juifs en état de travailler. Donc voici la politique qui est mise en œuvre à partir de juin 1942 et qui tout d'un coup tombe sur le gouvernement français. Gouvernement français qui est à nouveau dirigé par Pierre Laval, qui est revenu en avril 1942 avec une feuille de route qui est très simple, c'est collaborer. Pierre Laval, c'est l'homme des Allemands et c'est l'homme de celui. En plus, il est dans un moment où les Allemands réclament beaucoup de travailleurs dans les usines, donc il a vraiment. C'est la pire des situations, puisque sur cette question-là du travail en Allemagne ou du travail pour l'Allemagne, il sait que ça va être très impopulaire. Donc, les Allemands lui demandent 40 000 juifs, comme ça, tout d'un coup. Donc, il est évident qu'il doit leur livrer 40 000 juifs. Il faut se Donc, c'est une demande qui est totalement exorbitante. Il faut vraiment insister là-dessus. D'un point de vue de droit, le Danemark le fera, d'autres pays le feront. Il y avait moyen de dire non. Dire, bon, alors, on ne va pas faire l'histoire avec des si, mais il faut quand même voir quels étaient les outils que la Convention d'Armistice ne prévoyait absolument pas de livrer des citoyens non allemands, des femmes, des enfants. La Convention de La Haye était à laquelle les Allemands faisaient attention au début. Hein. Au début, vous savez, la spoliation des Juifs n'est pas lancée dès le départ. La spoliation des Juifs n'est lancée qu'en 1941.
près d'un an après le début de l'occupation, parce que les Allemands connaissaient la Convention de La Haye, qui interdit aux forces occupantes de s'en prendre aux biens des populations civiles, de persécuter pas persécuter, c'est pas le mot persécuter, mais c'est de s'en prendre aux populations civiles pour des raisons religieuses et de disloquer les familles. Là, avec ce qui se passe à partir de 42, toutes les caches sont causées euh, tout ce qui voilà est anormal mais Vichy dit oui pour une raison qui est simple, c'est que Vichy doit collaborer, Laval veut donner des gages, mais il y a aussi que Vichy a une politique antisémite. Et cette politique antisémite, annoncée par Darlan en 1941, consiste à se débarrasser des juifs étrangers. D'où cet arrangement qui est formalisé à l'oral entre le chef de la police de Vichy, Bousquet, et les chefs de la police SS, donc là vous les voyez à l'écran, qui est de dire en gros on va vous donner le maximum des juifs que l'on peut, tendre vers 40 000, vous en voulez 40 000, on vous donnera ce que vous voulez, mais vous nous laissez faire. Ça, c'est aussi le troisième enjeu. Hein, je vous ai parlé dès le départ. Cette question de souveraineté est omniprésente. Et on voit que chez quelqu'un comme Bousquet, qui est un pur technocrate, un produit d'élite de la Troisième République, pour lui, c'est très important. Ça nous paraît dérisoire. Pour lui, c'est fondamental. Et lorsqu'il évoque la situation tragique de la zone occupée, c'est pas en pensant aux populations, c'est pas en pensant aux juifs qui vont être arrêtés, c'est en pensant aux pauvres préfets qui subissent une situation tragique qui est celle d'être constamment maltraités par des soldats allemands qui viennent, qui exigent des dossiers, qui ne respectent pas la hiérarchie, etc. Donc voilà l'arrangement. On vous donne les juifs, le nombre de juifs en gros que vous voulez, vous nous laissez faire, vous nous laissez choisir les juifs, on vous donne que les apatrides, et en plus, on vous donne des juifs de zone libre que les Allemands ne demandaient pas, puisque la zone libre, comme vous le savez, est indépendante. Donc voilà ce qui se passe. Alors, après, il faut organiser ça, et évidemment que Paris est le principal enjeu de l'opération. 150 000 juifs qui ont été recensés en 1942. Donc c'est vraiment là que va se porter l'essentiel des objectifs. Les Allemands en attendent entre 20 et 25 000 juifs. Donc vous voyez, le gros du quota, il est là. Il est là, et d'ailleurs André Tullard, il y a des réunions, André Tullard dit bah, écoutez, on va à mon avis, l'objectif de 22, 24 000 est réalisable. Alors ils prennent le fichier de contrôle, ils le combinent avec le fichier par nationalité, et comme ça, on établit 27 400 fiches d'arrestation. 27 400 fiches d'arrestation, avec un objectif d'arrêter au moins 20 000 juifs. Alors, c'est très important de ne pas oublier que ce qui est demandé, ce sont des juifs en âge de travailler. C'est parce que les Allemands sont dans la dissimulation de leur politique d'assassinat et sont aussi dans cette logique d'exploitation de main-d'œuvre. Voilà, donc les enfants, c'est embarrassant dans un premier temps. Les installations à Auschwitz ne sont pas encore tout à fait prêtes. Le premier gazage d'un convoi de juifs partis de France aura lieu, je crois, le 20 juillet 1942. Donc, au moment où on négocie, on n'est pas sûr. Donc, les enfants, c'est un poids, c'est une contrainte. Donc, ils partiront après. Donc, on ne veut, dans les objectifs qui sont fixés, ne visent que des juifs en âge de travailler. C'est très important de ne pas l'oublier parce que je vais vous expliquer ça a des conséquences sur l'interprétation du bilan. Alors, on en attend donc minimum 20 000. Seulement, comme vous pouvez le constater, on en arrête beaucoup moins. Et le taux d'arrestation des Juifs est d'à peu près 30%, 31% ou 32%, j'oublie exactement, en prenant la banlieue, puisqu'il y a l'immense majorité sont arrêtés à Paris, mais vous avez aussi quelques milliers de Juifs qui sont aussi trouvés en banlieue parisienne. Donc on voit des différentiels très, très, très notables, de 62% des Juifs visés qui sont arrêtés dans 63 dans le 12e à 20%, 21% dans le deuxième. Donc c'est un semi-échec.
C'est un semi-échec. Alors là, je vais pas vous déflorer ce qu'il y a dans mon livre, mais j'ai vraiment consacré un chapitre entier à cette question-là, qui est fascinante parce que, une fois qu'on quitte le niveau des dirigeants, que les dirigeants très clairement ont fixé des objectifs draconiens à leur service, mais plus on va descendre, plus il va y avoir des marges de manœuvre pour les acteurs en présence qui ne sont pas des antisémites zélés. C'est ça vraiment la spécificité de la France, c'est que les arrestations de juifs sont confiées à la police traditionnelle. Les Allemands n'ont pas assez de policiers, il y a 3000 policiers SS en tout en France. Donc, nulle part ailleurs qu'en France, les Allemands ne sont dépendants des forces locales. Même aux Pays-Bas, en Belgique, ils ont beaucoup plus de police et ils ont des modus operandi différents. Là, ils sont dépendants, ils le savent et ils en prennent leur parti, hein, parce que la priorité en France, c'est le maintien de l'ordre, c'est que ça se passe bien. Donc, ils n'ont pas non plus envie que y ait des révoltes, que voilà. Donc ils ont confiance plutôt, ils préfèrent ça que d'Arquet de Pellepoix, le commissaire général aux questions juives, qui donne ses services, hein, qui a une police, lui. Mais les Allemands préfèrent la politique de Bousquet qui dit, moi, faites-moi confiance, la police française, elle a des défauts, mais elle a aussi ses qualités. Donc voilà. Donc c'est la police municipale qui concrètement organise la rafle du Veldiv. Et vous avez des commissaires qui vont être zélés, d'autres qui vont l'être moins, ça a des effets sur les chiffres. Vous avez, même au niveau des gardiens de la paix, des marges de manœuvre considérables parce que chaque équipe, et là aussi on est dans la logique propre de l'administration, les dirigeants de la police municipale, les chefs de la police municipale, ils n'ont pas voulu faire une opération éclair parce qu'ils ne voulaient pas mettre les 16 000 gardiens de la paix tout de suite je veux dire, c'est pas leur boulot, ils ont autre chose à faire, ils ont aussi enfin ils ont plein de choses à faire, c'est le contrôle dans la rue, les vols, etc. Donc on a organisé sur un jour et demi, on a pris que 1600 gardiens de la paix sur les 16 000, donc le mythe que tous les policiers sont là, 1 sur 10. On a pris des écoliers, c'est les gardiens de la paix stagiaires. Donc vous avez 3200 au total, 3200 agents, et qui sur un jour et demi, ils ont chaque équipe de 2 policiers a 12 visites domiciliaires à faire, ce qui fait que, eh ben, quand vous allez chez les gens, vous prenez aucun risque à dire préparez vos affaires, je reviens. Prenez aucun risque. Vous risquez pas de vous faire dénoncer par votre camarade que généralement vous ne connaissez pas, puisque l'état-major de la police municipale avait fait en sorte de faire des équipes qui, voilà, pour justement éviter des réactions humanitaires. Mais malgré tout, vous voyez que même dans ces conditions, on peut se méfier de son coéquipier. Le chef d'équipe ne prend pas de risque à faire ça. Et c'est ce qui explique ce bilan, qui est quand même un bilan incroyable, parce que en France, pour la première grande opération qui va viser des femmes, et on ne pensait pas, hein, que des femmes seraient arrêtées, il y avait eu des rumeurs, et ben les 2 tiers des gens y ont échappé. Les 2 tiers des gens y ont échappé, ce qui s'explique par, d'une part, cette complexité administrative dont je vous ai parlé, des gens qui, certes, vont faire le boulot, font le boulot, mais sans elle, particulier, un environnement social qui est relativement protecteur aussi. Voilà, c'est ce mythe où il y aurait eu plein de dénonciations en France, ça ne tient pas. Dans l'ensemble, l'environnement social a été protecteur pour les juifs en France. C'est très important parce que là, par rapport à d'autres pays, c'est notable. Et donc ce bilan, il est des 2 tiers. Alors, comme j'arrive à la fin de mon topo, pour les questions, j'évoquerai la rafle de zone libre, ses conséquences, où vous allez avoir les protestations des évêques, qui sont les premières protestations publiques et qui vont avoir un écho absolument extraordinaire. Et ce qui fait que Vichy va devoir, dès septembre 1942, dire aux Allemands, écoutez, là, on ne peut plus vous donner autant de juifs que vous voulez. Parce que Vichy avait, et Darlan l'avait dit dès le départ, la politique de Vichy, c'était de se débarrasser des étrangers et des naturalisés aussi. Et bien les naturalisés, Vichy ne les livre pas en septembre 1942 à cause de la... Et puis 1 an plus tard, lorsque les Allemands vont revenir à la charge, euh, Vichy pourra dire non cette fois-ci, saura dire non, ce qu'il n'a pas fait en 1942, le dira. Et il n'y aura pas de grande rafle contre les Juifs
naturalisés, qui étaient, en gros, c'était un tiers des gens. Hein. Vous aviez sur les 300 000 juifs de France, vous aviez en gros un tiers de vieux juifs français, comme on disait, un tiers d'étrangers, un tiers de naturalisés. Donc ces gens-là seront sauvés. Mais vous voyez, dès le début, dès la rafle du Veldiv, on voit déjà que la majorité des gens, pas à cause de Vichy et toutes ses décisions, mais parce que il y a des ressources, des marges de manœuvre, des ressources. La majorité des Juifs en France sont capables, alors qu'il y a un effet de surprise, sont capables d'échapper au pire. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir à ça pour comprendre ce bilan. Alors je vous ai fait un tableau qui est dans mon livre, qui est assez compliqué à suivre, mais qui explique les différentes phases de la politique de déportation et qui montre les effets de ces décisions dont je vous ai parlé. Voilà, je m'arrête là et je suis à vous pour les questions. Merci beaucoup. Donc, le débat est ouvert. Je vous en prie. Qui demande la parole? Moi, j'aurais aimé. Jean-Marie, je t'en prie. D'abord, merci pour cet exposé qui était fort intéressant. J'aurais voulu vous poser une petite question toute simple. Vous parlez, pour expliquer le semi-échec de la rafle du Veldiv, d'un environnement social protecteur. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous préciser ce que vous entendez par environnement social protecteur? Alors, l'environnement social protecteur, c'est pour reprendre une notion de mon collègue Jacques Semelin, c'est que vous allez avoir une spontanéité de gestes. Donc, c'est une chose toute simple. Lorsque les agents de police arrivent dans un immeuble, ils ont des fiches, mais ils ne connaissent pas l'étage. Ils ne savent pas, vous savez, à l'époque, la concierge ou le concierge distribuait le courrier, vous n'aviez pas forcément les boîtes aux lettres en bas, le tableau. Donc les policiers sont dépendants de la concierge. Je dis concierge parce que la plupart du temps, c'est une femme. Donc, vous avez eu plein de cas de gens qui n'ont pas ouvert la porte. Ils sont restés calfeutrés chez eux. Par exemple, les grands-parents de la grande historienne Annette Vivorca font ça. Si la concierge dit « Oh, ben, les pères Hellman, en fait, ils sont pas là. Vous voyez? Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui vous avez après ce qui suit. Quand des gens se cachent dans un immeuble, tout le monde le sait. Donc, si personne ne dit rien, les gens sont sauvés. Si quelqu'un dit quelque chose, qu'il y a dénonciation, donc il y a déjà un déséquilibre qui est terrible, hein, qui est presque vertigineux entre le bien et le mal. Pour que le bien se produise, il faut que tout le monde mais il suffit d'une personne pour que le mal se produise. Donc c'est ça l'environnement social protecteur, c'est que les gens des concierges n'ont pas signalé, et elles avaient un rôle vraiment fondamental. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur la rafle du Veldiv, et j'ai pris le cas de certains immeubles, et dans un immeuble où la concierge collabore, vous utilisez le terme, mais c'est un désastre. Vous avez quasiment toutes les familles qui sont touchées. Quand vous avez une concierge qui a été très tout à fait non, ils sont pas là, eux, ils sont pas là. Vous avez, dans certains immeubles, personne n'est arrêté. Donc, vous voyez, et puis il y a aussi le fait que les gens, la veille, se sont cachés chez des voisins. Ce sont plein de gestes comme ça qui expliquent que les 2 tiers des gens ont pu y échapper. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été beaucoup plus difficile, parce que contrairement à ce qu'on croit souvent, les gens n'ont pas pu partir en zone libre. La plupart des gens qui ont échappé aux rafles en région parisienne, ils ont été obligés de rester. Parce que pour partir en zone libre, il faut d'une part avoir les moyens financiers, parce que ça coûte de l'argent, et puis il faut aussi avoir, entre guillemets, l'audace. Parce qu'on se dit, mince, passer la ligne, on risque de se faire arrêter, la ligne des et en plus Vichy arrête les Juifs en zone libre. Et ça, la zone libre qui était un endroit formidable où on pouvait aller avant l'été 42, mais à partir de l'été 42, Vichy arrête aussi en zone libre. Donc quand on est un juif étranger, on arbitre, on se dit peut-être qu'il vaut mieux rester à Paris et voilà,
avec l'aide de voisins, avec l'aide d'amis, essayer de s'en sortir. Très bien. Et la majorité s'en est sortie. Je vous en prie, François. Oui, moi aussi je vous remercie, j'ai appris des tas de choses, c'est intéressant. Je voulais vous poser une question, justement, vous en avez touché un mot à l'instant, mais vous n'en avez pas parlé dans votre exposé. C'est le moment où la zone libre est occupée. Je suppose qu'il y a eu des changements assez forts à ce niveau-là. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans la politique antisémite de Vichy? Alors oui, à partir du moment où l'ensemble du territoire est occupé, novembre 1942, les Allemands ont été révulsés par ce qui s'est passé, à Alger, et ils considèrent que les Juifs sont derrière ça. Donc ils disent à Vichy, là maintenant, la politique contre les Juifs, faut y aller plus fort. Et ils demandent d'ailleurs, ils reviennent à la charge pour l'étoile jaune. Pétain refuse l'étoile jaune, mais en contrepartie, il adopte une loi plus redoutable encore que l'étoile jaune. C'est l'obligation d'avoir le tampon juif sur les pièces d'identité, mais aussi les cartes de ravitaillement. Et ça, c'est terrible parce que avant, vous pouviez continuer avec votre carte de ravitaillement, un ami à vous pouvait y aller. Enfin, là, tampon sur les cartes de ravitaillement, c'est une mesure, terrible. Et donc, l'étau se resserre vraiment sur les juifs de zone libre. Mais il y a une chance extraordinaire qui s'ouvre, c'est que l'Italie, en novembre 1942, occupe une grande partie du sud-ouest, du sud-est, pardon, une dizaine de départements, un territoire qui est aussi grand que, par exemple, les Pays-Bas. Donc ça va du Rhône jusqu'à la Côte d'Azur. Donc vous imaginez, c'est des villes comme Lyon, Grenoble, Nice, qui se retrouvent dans une zone d'occupation italienne. Et là, la grande colère de Vichy et des Allemands, les Italiens font obstacle à la législation antisémite. Donc, les Juifs sont protégés dans la zone d'occupation italienne. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Juifs vont pouvoir comme ça aller se réfugier là. C'est une minorité de Juifs qui va pouvoir y aller, mais c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de gens qui sont là et qui sont protégés. Mais cette situation-là est du coup très contraignante pour les Allemands parce qu'ils ne peuvent pas exiger de Vichy ce qu'ils n'arrivent pas à obtenir de leur principal allié. Donc, c'est un vrai frein. C'est un vrai frein qui est. Donc, du coup, le souvenir aussi des protestations de l'été 42 fait qu'il n'y a plus de rafles en zone libre quasiment. Il y en a une dans l'ancienne zone libre qui va avoir lieu une fois que Marseille va être. Alors, je dis une bêtise là. Oui, non, pardon, Marseille n'est pas dans la zone d'occupation italienne, bien évidemment. Donc, il va y avoir une grande rafle à Marseille en janvier 1943, ordonnée par les Allemands, où là, Vichy va arrêter massivement des Juifs français. Mais à partir de novembre 1942, Vichy est soumis aux Allemands beaucoup plus qu'avant. Pour autant, Vichy peut dire non à l'été 1943, quand il y a cette demande de loi collective. Alors, quand je dis que Vichy dit non, Vichy a d'abord dit oui. C'est-à-dire qu'en avril 1943, Himmler est venu à Paris. Il a eu une grande discussion avec Bousquet. Donc, il a regonflé Bousquet, qui était un peu quand même désabusé, parce que les accords de police qui ont été mis par écrit en août 1942, Bousquet s'est beaucoup battu pour obtenir ces accords policiers. Il a vraiment sacrifié les Juifs. Hein. Je veux dire, les rafles de l'été 1942 servent aussi à montrer que la police est efficace. Et les Allemands, en contrepartie, ne respectent absolument pas ce sur quoi ils se sont engagés, le fait qu'il n'y aura plus d'otages pris dans les prisons françaises. Enfin voilà, tout ça. Donc Bousquet a. Et donc en avril 1943, Himmler vient, tout ça se passe bien, et Bousquet va faire la loi de dénaturalisation collective. Tout juif devenu français depuis la loi de 1927 est dénaturalisé. Il la présente à Pierre Laval et au ministre de la Justice Gabold, et ils la signent tous les deux en juin 1943. Seulement, ce sont les Allemands qui mettent leur veto à la publication au journal officiel parce qu'ils craignent que si la loi paraisse et qu'on n'a pas préparé les opérations en question, les gens partent dans la nature.
Donc c'est une erreur stratégique qu'ils commettent. Et lorsqu'ils reviennent à la charge à l'été 43, ben là le contexte a vraiment changé parce que, comme vous le savez, Mussolini a été renversé et c'est un tournant de la guerre. Il y a eu Stalingrad, et là Laval a quand même compris. Et donc là il dit non. Il dit non. Et donc vous voyez qu'un Vichy très affaibli peut encore a encore la possibilité de dire non, même si, sauf à Paris, évidemment qu'il n'y a plus tellement le choix lorsque les Allemands disent on veut arrêter tant de gens. Par exemple, à Bordeaux, en janvier 1944, la rafle des Juifs, quasiment tous français. Bon, il est difficile de ne pas l'exécuter. Donc Vichy est soumis, hein, mais à Paris, ça tient bon, et le préfet de police, il n'y aura jamais de rafle contre des Juifs français à Paris. Donc vous voyez, il y a jusqu'au bout. Et en juin 1944, le général Auberg a l'idée de faire une rafle, et puis finalement, au plus haut niveau à Berlin, on lui dit non, attendons, on va gagner la guerre, on fera ça une fois qu'on aura gagné la guerre. La population à Paris se tient bien, il y a eu le débarquement, voilà, on ne va pas la perturber par une rafle contre les Juifs. Voilà. Merci. Laurent de l'assistance. Je t'en prie, Laurent. Oui, je voudrais revenir en quelque sorte sur ce que vous avez appelé l'environnement social protecteur. La presse vient de se faire l'écho ces derniers jours du legs fait par un industriel devenu français au village qu'il l'avait caché et protégé lorsqu'il était jeune juif autrichien pendant la période de l'occupation. On a tous, je crois, eu des témoignages de juifs qui ont été protégés par la population. J'insiste bien sur le mot population et non pas par les autorités. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui ont pu être protégées et sauvées par la population? Et d'autre part, savez-vous s'il y a eu une répression à l'encontre des gens qui protégeaient des juifs lorsque les autorités les découvraient? C'est une très très bonne question que vous posez, parce que effectivement, là aussi, vous savez, on est dans ce discours politique et mémoriel qui honore les justes qui ont sauvé les Juifs au péril de leur vie. Vous voyez, alors c'était ça pouvait être considéré comme dangereux, et les gens qui protégeaient les Juifs craignaient pour leur vie, parce que la Gestapo, c'était l'arbitraire, mais il n'y a jamais eu de mesures qui ont été. On n'est pas en Pologne, on n'a pas affiché dans la presse, sur les murs des villes, des avis qui menaçaient la population de représailles si elle abritait des Juifs chez elle. Ils l'ont fait pour d'autres choses. Par exemple, pour les aviateurs anglais. Si vous abritez chez vous un aviateur anglais, vous risquez d'être fusillé. Ça a été diffusé. Donc vous voyez, avec cet exemple-là, on voit aussi que les Allemands avaient des priorités répressives en France. Et la priorité répressive en France n'était pas la question juive, c'était la résistance, c'était l'ennemi, les soldats anglais, les communistes, etc. Ça, c'était beaucoup plus dangereux. Vichy a tenté de menacer aussi la population à l'été 42. Il y a eu des avis dans la presse qui menaçaient les gens, mais concrètement, il y a pratiquement jamais eu de mise en application de ça, pour une raison simple, c'est que la protestation, notamment de Monseigneur Saliège, a eu un tel écho dans l'opinion. Gerlier, qui était le primat des Gaules, qui était vraiment le chef de l'Église, un chef politique, qui était très, très, très habile, très fin diplomate, il est allé voir Laval, il lui a dit vous avez la population contre vous sur cette question-là. Donc, ce n'était pas possible pour Vichy et pour l'occupant de réprimer. Alors, ce qui ne veut pas dire que les gens qui ont fait ça, ils couraient aucun risque. Hein. Il pouvait se passer qu'ils étaient arrêtés. Il y a eu des cas, notamment quelqu'un qui a protégé un juif, mais qui aussi est lié à la résistance, qui ont été arrêtés. Et voilà, il y a eu. Alors, au bout du compte,
Combien de personnes ont été sauvées par les organisations? Alors d'abord les justes, parce qu'il y a des justes, alors je ne sais plus quel est le nombre total de justes, je crois qu'il y en a 11 000, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais enfin c'est plus de 10 000 justes. Bon, ça ne suffit pas à expliquer la survie de plus de 200 000 personnes. Donc c'est différentes raisons. D'abord, il y a le fait que les Juifs se sont sauvés eux-mêmes. C'est un peu, si vous voulez, comme la résistance. Mais quand je parle d'environnement protecteur, c'est-à-dire que les Juifs ont pu se sauver eux-mêmes par des organisations de sauvetage juifs qui euh, euh, avaient souvent l'aide de milieux non-juifs, mais qui n'étaient pas forcément en contact avec des non-juifs. Mais l'environnement protecteur, je l'entends de manière large. C'est pas simplement l'aide directe. C'est aussi le fait que vous pouvez, quand vous êtes un juif, être comme un poisson dans l'eau dans certains milieux et être accepté, ne pas être dénoncé. Voilà, c'est tout ça qui explique. Alors, il y a des exemples de sauvetage, le Chambon-sur-Lignon, auquel vous avez fait allusion, qui est un exemple magnifique parce que là, il n'y a eu aucune dénonciation. Il n'y a pas eu de raté. Ça, c'est exceptionnel. Donc, c'est très beau. C'est pour ça que c'est d'ailleurs, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais l'une des 2 ou 3 collectivités qui a été fait juste. C'est-à-dire qu'on a considéré que c'était voilà, c'est le village qui est. Alors il y a deux ou trois autres cas, je ne me rappelle plus lesquels. Donc voilà, mais c'est un cas vraiment exceptionnel. Le drame, c'est qu'il y a eu souvent des ratés tout le temps, un peu partout. C'est ce qui explique que malgré tout, la solution finale en France, ça a continué à être alimenté jusqu'au bout et que vous avez encore 15 000 personnes qui sont arrêtées. Moi, j'ai écrit un livre sur la dénonciation des Juifs pendant la guerre. C'est pas ce phénomène de masse qu'on nous présentait, mais c'est un phénomène qui a servi la politique de traque des Juifs. Voilà, donc c'est pour ça que je dis toujours environnement social relativement protecteur. Il a été globalement au bout du compte. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question. C'était parfait, monsieur. Merci. Vous dites aussi dans votre livre qu'il y a eu des protestations fortes quand on a mis des affiches sur les entreprises juives et qu'il y avait des papillons qui étaient collés, des discussions entre les gens et qu'en général, la tonalité était plutôt en faveur des gens qui étaient effectivement dénoncés par ces affiches. Absolument. Il y a une population française qui est en gros assez sensible à l'époque au thème de l'antisémitisme. On le voit par certains rapports des RG en 41, notamment quand on arrête les juifs hommes, adultes. Bon, on se dit c'est juifs, étrangers, indésirables. Ça choque pas ça les gens. Ce qui choque les gens quasiment tout le temps, c'est la stigmatisation, on va dire un peu à l'allemande. Voilà, ça, ces affiches, en plus, elles sont écrites dans les 2 langues. Vous avez vu tout à l'heure l'affiche, donc ça passe mal. L'étoile jaune, bien évidemment, et choque encore plus. Parce que les affiches sur les magasins, c'était mitigé. Ce qui choquait les gens, c'est quand il y avait des anciens combattants. Quand il y avait des anciens combattants qui mettaient, d'ailleurs, c'était sévèrement réprimé, qui mettaient leur croix, leur légion d'honneur, leur titre de guerre. Là, les gens disaient quand même c'est dégueulasse de s'en prendre à des gens comme ça, c'est des Français comme nous. Voilà, donc stigmatisation ne passe pas. Et puis bien évidemment, ce qui n'est pas passé, parce que la France est à l'époque encore un pays, on a tendance un peu à l'oublier, chrétien, où les gens, le taux de messalians, il doit être à peu près la moitié des gens vont régulièrement à la messe. Ça nous paraît complètement dingue. Aujourd'hui, la moitié des gens vont à la messe. Donc les questions de charité, donc arrêter des femmes, des enfants et les maltraiter, c'est quelque chose qui ne pouvait pas passer dans un pays comme la France, avec en plus, vous ajoutez à ça la culture républicaine. Tout ça fait que l'opinion publique ne pouvait pas adhérer à cette politique de maltraitance et de déportation, même si c'était des gens étrangers. Voilà. Et je rappelle toujours que, on l'oublie parfois, que les enfants de tous ces gens-là, de tous ces juifs apatrides arrêtés à l'été 42 à Paris, sont pour les 3/4 d'entre eux français, nés en France, scolarisés, ne parlant que français. Donc
vous voyez arrêter le petit camarade qui est aussi poulbeau que votre fils, qui joue dans la cour avec votre fils. Voilà, donc et là-dessus, Vichy avait calculé que, et heureusement mal calculé, pensait que l'opinion accepterait. Ça, c'est vraiment saisissant. Et c'est ça qui rend, je pense, d'un point de vue à la fois moral et politique, injustifiable. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que ça passerait. Voilà. Et on le voit dans le Conseil des ministres, on a le compte-rendu du Conseil des ministres du 3 juillet 1942, avec ce pauvre maréchal Pétain qui est un peu mené en bateau par Pierre Laval. C'est clair, Pierre Laval ne dit pas toute la vérité, mais qui a cette espèce de jugement qui dit bon, les Français l'accepteront. Pourquoi ? Parce que les étrangers, voilà, il faut s'en débarrasser. On ne déporte pas les Français, on déporte les étrangers, ça passera. Non, heureusement, ce n'est pas passé. L'opinion ne l'a pas accepté. Oui, j'ai une question qui est vraiment très simple. Vous avez parlé au début de votre exposé, en présentant le gouvernement de Vichy, en tout cas le premier, d'un gouvernement assez hétéroclite au niveau à l'origine de ses membres. Et j'aurais simplement voulu savoir si, quand même, la politique antisémite de Vichy a fait débat et a pu provoquer, par exemple, des réticences, des cas de conscience chez certains membres du gouvernement, pas les plus connus, j'imagine, qui ont pu se retirer pour ces raisons-là. Est-ce qu'il y a vraiment eu débat où tout le monde, finalement, a accepté, sans être parfois enthousiaste, mais a accepté le fait qu'il y aurait une politique antisémite, au moins contre les juifs étrangers et éventuellement contre les juifs français ? C'est une excellente question qui permet de rentrer dans effectivement ces débats internes à Vichy où dès le départ, en fait, ils sont gênés aux entournures. Tout le monde n'accepte pas l'idée, par exemple, d'une loi raciale, d'un statut des Juifs. C'est quand même quelque chose qui est. Donc, il y a des débats au sein du Conseil des ministres, et ils s'y rallient tous quand ça paraît, par rapport à la politique allemande en zone occupée, incontournable. Autre moment de débat, beaucoup plus vif celui-là, c'est le moment où Vallat a sa frénésie législative. Alors Vallat, je vous l'ai dit, il est commissaire général aux questions juives et il est obsédé à l'idée d'unifier les deux zones d'un point de vue législatif et donc il lui faut porter une loi de spoliation qui soit aussi sévère que celle que les Allemands mettent en œuvre en zone occupée. Et donc, il fait une loi qui, du coup, ne présente pas beaucoup de garanties. Et là, le garde des Sceaux dit qu'il est choqué. Il trouve ça absolument... Joseph Barthélemy, ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que c'était l'un des pionniers c'était un juriste libéral et l'un des premiers à s'intéresser aux questions de droits de l'homme, par exemple. Vous voyez une évolution assez triste de ce grand personnage et qui va finir par comme vous le savez, accepter les sections spéciales. Enfin bon, bref. Donc là, il a un cas de conscience, le pauvre Joseph Barthélemy, et il arrive à obtenir que dans la loi, il soit retiré, ou plutôt il soit ajouté qu'on ne pourra pas toucher aux biens personnels des Juifs, parce qu'il n'y avait même pas ça qui était garanti dans la loi de Vallat. Donc, si vous êtes propriétaire d'un appartement, à l'époque, peu de gens étaient propriétaires d'un appartement, hein, mais si vous l'êtes, on ne peut pas vous le prendre. En revanche, si vous le mettez en location, là, on peut vous le prendre. Vous voyez, c'est ce genre de petite distinction-là qu'il a réussi à introduire dans la loi. Mais ce qui est plus troublant, c'est 42, c'est l'été 42. Alors, on a au moins un ministre qui est très mal à l'aise, c'est Jacques-Benoît Méchain. Le délégué, alors il est ministre, je ne me rappelle plus son titre exact, ministre délégué aux relations franco-allemandes. Et lui, on voit très bien qu'il sent qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe. D'ailleurs, le journal de Paul Morand, qui a été publié récemment, c'est une mine là-dessus. Alors, on le savait par d'autres sources, mais là, c'est conforté. Donc, Benoît Méchain, lui, il est très, très mal à l'aise. Il va prévenir des gens. Voilà. Mais ce qui est très troublant dans ce qui se passe, c'est que j'ai le sentiment que Laval a arraché du gouvernement une forme de quitus en mentant. Il ment sur les données du problème. Et ça, il suffit de comparer ce qui a déjà été promis aux Allemands avec ce qu'il annonce au Conseil des ministres le 3 juillet 42, c'est fondamental parce que la veille, Bousquet
s'est mis d'accord avec les chefs de la police SS pour leur donner tous les juifs étrangers qu'ils veulent. Donc il y a un engagement qui a été pris. Alors, on peut imaginer que Laval n'est pas au courant et que Bousquet est allé. Serge Klarsfeld a essayé de défendre cette thèse-là, mais bon, j'ai du mal à imaginer Bousquet qui. Mais le 3 juillet 1942, au Conseil des ministres, Laval dit je ne demande aucune décision. Nous allons juste faire un recensement pour séparer les étrangers des juifs des Français. Les Allemands vont créer un État à l'Est et je ne serais pas déshonoré si j'envoyais dans cet État juifs en Pologne, tous les juifs étrangers qui sont venus, alors là il utilise une expression antisémite dont j'ai oublié le terme, mais qui nous ont envahis, enfin bon bref. Donc vous voyez, il y a un mensonge d'État là qui se passe et qui fait qu'il va arriver à faire croire que les Allemands ont exigé que Vichy, en zone libre, donne des juifs français. Voilà. Et pour éviter ça, lui, il a été contraint finalement, et ça c'est ce qu'il va annoncer, le Conseil des ministres suivant, et puis le Conseil des ministres d'après, il va dire « J'ai obtenu quelque chose d'extraordinaire, j'ai obtenu des Allemands qui acceptent les enfants ». Alors même qu'il sait très bien que les enfants vont être séparés de leurs parents. Donc vous voyez, on est dans un mensonge, une manipulation qui a, alors c'est pas pour excuser les autres ministres, mais qui les a, je sais pas, tétanisés. Et c'est passé. Ça paraît incroyable. Donc ce mensonge sur les juifs français, ce mensonge sur l'État juif, on va créer un État juif, qui peut croire ça une seconde? Il faut vraiment être... Et ce mensonge sur, regardez, comme je suis un humaniste, j'ai obtenu des Allemands qu'ils acceptent les enfants, alors que les Allemands ont toujours accepté les enfants, mais seulement après leurs parents. Et c'est bien ce qui s'est passé, puisque les enfants ont été séparés de leurs parents, des conditions que vous connaissez, il y a des films là-dessus qui le montrent, c'est absolument tragique, et ont été déportés dans des conditions absolument inhumaines. Voilà, donc tout ça, Vichy le savait, et les dirigeants de Vichy le savaient. Laval, Bousquet en sont parfaitement conscients. Donc ils ont comme ça, c'est une sorte de grand pari qu'ils ont fait, voilà, qui se voulait réaliste, mais qui était juste, et qui en plus n'a pas finalement protégé bien les Juifs français, puisque au final, 25 000 Juifs français ont été déportés. Voilà, parce que évidemment, quand vous acceptez ça, vous mettez pas en condition de protéger vos propres citoyens. Donc c'est une politique terrible dont finalement tout le monde a dû subir les conséquences. Ces agents d'État ordinaires dont je vous ai parlé, voilà, et puis surtout les victimes. Donc, mais c'est vrai que c'est étrange de voir que finalement aucun ministre ne démissionne. Et on a un diplomate qui démissionne. Un diplomate qui démissionne. C'est l'ambassadeur de France en Uruguay. C'est un type formidable. D'ailleurs, sa femme a écrit un journal absolument sensationnel. J'oublie son nom. Comme je suis chez moi, c'est l'avantage. Je peux à la fois retrouver son nom et vous montrer ce journal. Donc, Hélène Opno. Et donc, lui, après les rafles, bon, vous le savez, il y a cette émotion internationale, puisque l'écho de la protestation des évêques a vraiment un impact international. Tout le monde en parle. On demande des informations auprès des ambassadeurs. Et donc, Laval va envoyer une note de propagande à tous les postes diplomatiques de Vichy. Alors, on pourrait se dire, leur justification aurait pu être de dire on n'a pas eu le choix, etc. Non, Laval assume complètement, et ces notes qui sont envoyées aux diplomates de Vichy disent que c'est une opération de salubrité publique, que les Juifs sont les ennemis de la France, qu'il faut s'en débarrasser, que ce sont des agents du marché noir, des gaullistes, etc. Donc, l'ambassadeur reçoit ça, il discute avec sa femme, et c'est ça qui est assez passionnant, parce que là, il hésite, bien évidemment, il va perdre son gagne-pain, il y a sa fille qui est en France, s'il démissionne, il y a sa fille qui est en France,
Mais il le fait, parce que sa conscience, il se sentirait mal s'il ne le fait pas. Il fait une lettre absolument magnifique que Serge Casfred a publiée il dit, voilà, ma conscience m'interdit, par rapport à ces termes, voilà, de continuer, et il démissionne. Voilà. Donc, on en a un qui a fait ça. Ah, c'est déjà pas mal. Mais vous avez beaucoup de préfets qui ont été très gênés et qui ont, par derrière, sauvé des juifs, les préfets en zone libre. Bon, il y a le cas très connu du préfet à Nice, qui, lorsque les Allemands arrivent en septembre 43, va refuser de leur donner le fichier. Il prend un gros risque. Vous avez à Montpellier un secrétaire général de préfecture qui a résisté, qui a été déporté. Il a refusé de collaborer au rafle de juifs. Vous avez comme ça un certain nombre de préfets qui ont su dire non vraiment concrètement, et certains d'entre eux ont été déportés. Monseigneur Théas, l'un des évêques protestataires de l'été 42, vu comme un ami des Juifs, a été arrêté, mis dans un camp de concentration. Bon, sans conséquence pour lui, hein. Mais voilà, vous avez quand même des dignitaires de Vichy qui ont su s'élever. J'aurais une question, si ça te dérange pas, Bertrand. Oui, je t'en prie, parce que ma liaison est mauvaise, donc continue d'animer le débat. J'ai 2 ou 3 questions à poser encore, mais je vous en prie. Ça marche. Vous avez parlé de Vala au début de votre conférence, et vous avez d'ailleurs montré certains de ces actes. Puis j'ai quasi fini votre livre et vous en parlez bien à un moment. Vous expliquez qu'effectivement, nombre de juristes viennent de l'Action française et de cette extrême droite, mais qu'en est-il du reste du corps politique? Parce que le corps politique ne disparaît pas pour autant. Effectivement, c'est un régime autoritaire, mais l'ensemble du spectre politique continue d'exister. Comme l'a rappelé Casimir, c'est un gouvernement hétéroclite. Qu'en est-il du reste? Parce que les évêques ont protesté contre ce que subissaient les Juifs. Une partie de la population a suivi. Qu'en est-il justement de tout le reste, que ce soit la droite, le centre, voire la gauche? Alors, bon, les communistes qui étaient interdits, ça règle le problème, mais justement tout le reste de ce corps politique qui n'est pas interdit, mais qui n'est plus vraiment politique. Ah si, qui est interdit. Vous n'avez plus de partis. Les seuls partis autorisés sont ceux autorisés par les Allemands. Vichy va lancer un grand mouvement d'anciens combattants qui s'appelle la Légion française des combattants. Vous avez des organisations de jeunesse, mais la vie politique existe de manière totalement artificielle à Paris, en zone occupée, avec, à partir de début 41, des partis qui sont autorisés, enfin un seul d'abord, le Rassemblement national populaire, qui va se diviser en 2. Vous allez avoir le MSR, les anciens cagoulards, et puis le RNP, la tendance déatiste, Marcel Déat, donc des gens qui viennent plutôt de la gauche, des anciens socialistes et néo-socialistes. Et puis vous avez le PPF, qui est le principal parti fasciste, authentiquement fasciste français de l'avant-guerre, le parti de Jacques Doriot, qui est réactivé et autorisé par l'occupant en mai 1941, et autorisé aussi en zone libre. Voilà, donc vous avez le mouvement PPF qui est sur les 2 territoires, et qui va être... Au moment d'un rafle du Veldiv, vous allez avoir des militants du PPF qui vont essayer de mêler leur grain de sel, qui vont harceler des juifs. Vous allez avoir aussi dans la foulée de la rafle du Veldiv des attentats contre une synagogue. Vous en avez eu aussi avant par les Allemands, c'est la cagoule, d'anciens cagoulards. Voilà, donc la vie politique, si vous voulez, est structurée par cette scène politique assez artificielle de la collaboration. Le reste,
Pétain ne fait pas de politique. Pétain, il représente tous les Français. Et donc, l'idée d'un parti unique qui avait été lancé au début du régime, notamment par le fameux Xavier Vallat, dont on parlait tout à l'heure, n'a pas été retenue. Et donc, on a créé cette vaste Légion française des combattants qui a généré en son sein la milice. Donc Vichy a eu cette espèce de troupes supplétives, mais pas de vie politique comme on peut s'imaginer. Alors il y a quelqu'un qui a tenté de continuer à structurer une vie politique, c'est le colonel de Larocque, qui était à la tête de la principale force politique conservatrice à la veille de la guerre, le Parti social français. Et ce Parti social français, renommé Progrès social français, a tenté de continuer d'exister, mais sans vraiment, les réunions publiques, tout ça. Pareil pour l'Action française, qui a continué à tenter d'exister, mais qui n'existe pratiquement que par son journal, quoi. Donc, de toute façon, la Ligue avait été dissoute en 1936. Voilà, quoi. Donc, c'est une vie politique qui est totalement sous contrôle enfin, voilà. Oui, je voudrais poursuivre sur cette question. Les partis politiques étaient interdits, à l'exception des partis que vous venez de citer, mais les militants politiques, pour une partie d'entre eux en tout cas, se sont retrouvés dans la résistance ou dans l'action clandestine. Alors qu'en est-il de la résistance au sens large du terme et de cette question juive, si je puis dire, sous Vichy? Très bonne question à nouveau. Merci. Question complexe. Alors, pour la résumer simplement, les grands mouvements de résistance ont véritablement délégué le sauvetage. Ça doit concerner les Juifs, ça peut concerner aussi des femmes. Voilà, on va faire de l'assistance. C'est secondaire. Voilà, le sauvetage des Juifs, de toute façon, les Juifs survivront et s'en sortiront si on gagne la guerre. Donc l'impératif, c'est de gagner le combat. Et donc, les mouvements de résistance n'ont pas fait de la question juive un thème important pour eux. Alors, ils ont surfé sur l'opinion. On le voit très bien quand on lit les grands journaux de la résistance, Combat, etc. Ils se sont émus. Ils ont relayé la déclaration de Monseigneur Saliège de manière très vive. Ils ont condamné Vichy de manière très vive sur sa politique antisémite. Mais c'est ponctuel, c'est l'été 42. Et c'est parce que cela sert leur engagement général. C'est-à-dire que tout ce qui peut faire en sorte que la population se détache de Vichy est bon à prendre. Donc vous voyez, au début, les mouvements de résistance considèrent que la population est plutôt antisémite, donc certains font un peu d'antisémitisme. On fait en sorte de ne pas trop mettre en avant des Juifs, parce que, ça pourrait être mal vu. Mais bon, à l'été 42, il y a cette émotion-là, donc on en joue, mais après, le soufflet retombe et on est sur les travailleurs en Allemagne, parce que ça concerne vraiment tout le monde, on met vraiment la gomme là-dessus, et les objectifs d'action, c'est pas faire dérailler des trains qui vont à Auschwitz, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de gagner la guerre. Voilà, donc c'est vraiment à cette aune-là, et c'est pas un jugement de valeur, parce que vous avez des gens qui disent les résistants, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est juste que pour eux, d'autres personnes s'occupaient de ça. Il y avait des organisations juives. Ces organisations juives, elles ont parfois eu des financements, elles ont parfois été abritées par les organisations de résistance, mais c'est logique. Elles étaient sur une autre sphère qui était celle de la guerre, du combat. Est-ce que vous pensez que ça explique pour partie, en tout cas, le fait que la question des persécutions à l'encontre des Juifs ait été quand même pendant longtemps, après-guerre, occultée des débats sur la période de l'occupation, ou en tout cas peu mise en avant? Alors, elle est effectivement peu mise en avant, mais elle n'est pas absente.
Vous savez, je suis en train de travailler en parallèle. Je prépare un livre sur l'art du Veldiv, mais le gros chantier de recherche sur lequel je suis, c'est un travail d'historiographie pour raconter comment on a raconté l'histoire de Vichy et la persécution des Juifs de 1945 à nos jours. Et ce qui me frappe quand je regarde la période de l'après-guerre, c'est que dans l'après-guerre, les Juifs sont toujours considérés comme étant ayant été des victimes, mais pas les plus importantes, c'est vrai, mais il y a les résistants, il y a les Juifs, il y a les réfractaires du STO. C'est les trois qui reviennent tout le temps, et on ne les met pas à part, mais on ne les oublie pas. Et les résistants juifs eux-mêmes étaient très soucieux de ça, de dire ben voilà, nous, c'était aussi une manière d'accuser Vichy, de se poser comme résistant par rapport à quelque chose qu'on a jugé pas légitime. Donc c'est pas central, c'est vrai, mais c'est pas absent. Donc ça, c'est vraiment une nuance que j'établis. Et du coup, j'ai oublié ce qui était l'axe central de votre question. Je ne sais plus ce que vous m'avez demandé. Vous avez répondu à la question qui était de savoir si le fait que pour la résistance, le sauvetage des Juifs n'était pas l'objet principal pouvait expliquer tout à fait ça de cette question dans le débat d'après-guerre, mais vous venez d'expliquer que oui, mais il y avait quand même si vous voulez, une hiérarchie, une sorte de noblesse de la souffrance, et c'est vrai que c'est la souffrance du déporté résistant qui est jugée la plus notable. C'est si vrai que lorsqu'on discute à l'Assemblée nationale en 1948 du statut des déportés, on considère qu'il est normal de donner plus d'argent. Donc on va faire 2 statuts pour les déportés résistants et pour les déportés ce qu'on appelle politiques, mais en fait c'est les Juifs. Donc les Juifs, eux, on est triste pour eux, c'est sûr, les pauvres sont des victimes. Mais enfin, les résistants, eux, ils ont souffert, mais ils ont souffert parce qu'ils ont le courage de s'engager. Donc, ils méritent d'avoir plus, et leurs familles ont plus d'argent. Quand vous êtes veuve d'un déporté résistant, vous avez plus d'argent que quand vous êtes la veuve d'un déporté juif. Donc, vous voyez, c'est ces petits trucs-là qui font qu'il y avait une hiérarchie et qui était acceptée même par les Juifs eux-mêmes. C'est les héros, ceux qui vraiment avaient mérité, qui, les souffrances qu'ils avaient eues, ils étaient allés au-devant de ces souffrances, c'était pas juste passif, ça méritait d'être plus reconnu. Aujourd'hui, ça nous paraît choquant, ça. Aujourd'hui, la figure de la victime par excellence, c'est l'enfant, c'est ça qui nous paraît, voilà, mais à l'époque, voilà, le résistant qui a souffert, et le camp qui illustre le drame de la déportation, c'est Buchenwald, c'est pas Auschwitz. Vous voyez, donc l'imaginaire n'était pas le même que maintenant. Jean-Marc. Oui, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est effectivement cette attitude des Italiens dans la zone d'occupation française. Parce que je trouve, on oublie parfois que nous n'avons pas été occupés que par l'Allemagne, nous avons été aussi occupés par l'Italie, et après novembre 1942, sur une part non négligeable du territoire. J'ignorais cette image est très forte, je trouve, et un territoire aussi grand que les Pays-Bas, c'est quand même pas rien. Et ce refus des Italiens de mener une politique de déportation. Ma question sera simple, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cette attitude des autorités italiennes? Ce qui justifie cette attitude des autorités italiennes, c'est une compréhension. Ce que Vichy n'a pas voulu voir, s'aveuglant dans cette espèce d'illusion, de mensonge, d'État, ils ont compris. Et quand les autorités allemandes font pression sur Mussolini dit bon, allez, d'accord, on va faire quelque chose dans la zone d'occupation italienne, ne vous inquiétez pas contre les Juifs. Puis là, il y a ces diplomates qui viennent le voir et qui lui disent, mais vous savez, ce qui est en train de se passer là, c'est une politique criminelle, terrible. Et c'est pas du tout l'intérêt de l'Italie d'avoir de mouiller là-dedans.
Voilà ce qui les freine aussi. C'est que c'est pas juste que les Italiens, vous savez, cette espèce de cliché, bon enfant, ouais, ils avaient leur propre politique antisémite. D'ailleurs, ils ont mené une politique antisémite, y compris dans la zone d'occupation italienne. Mais tout ce qui était mesures répressives de marquage et de déportation, ils étaient contre. Ils savaient que c'était criminel. Ils sont pas idiots. Enfin, fallait vraiment être totalement s'aveugler ou alors être totalement cynique pour ne pas voir pour ne pas deviner que c'était une politique criminelle insoutenable. Donc ils ont compris ça. Donc ils se sont arrêtés à temps. On est tard quand même dans la guerre, hein, novembre 42, vous voyez, il y a quand même vous savez qu'en décembre 1942, les Alliés font une déclaration officielle, la déclaration du 17 décembre 1942, qui annonce au monde que l'Allemagne est en train de commettre un crime contre l'humanité et que à la fin de la guerre, ils en paieront les conséquences. Donc, on le sait. On ne parle pas de chambre à gaz, mais on parle de crime contre l'humanité. On sait ce qui est en train de se passer, qui est une extermination massive des Juifs d'Europe. Donc, les Italiens, ils n'ont pas du tout envie de tremper là-dedans. Bertrand. Oui, merci. Je voudrais revenir un instant sur la question de la mémoire de la persécution en France. Que pensez-vous du livre que François Azouvi a consacré justement à la mémoire en fait du génocide? J'aime bien ce livre. Je trouve que c'est un livre intelligent et très clair. Alors, je trouve que ce livre a un défaut, c'est que il a un côté un petit peu, comment dirais-je? C'est-à-dire qu'il contourne un problème, qui est quand même un problème important, qui est celui de Vichy. Parce que c'est pas parce que, effectivement, et ça moi je le vois aussi dans mes propres lectures, il y a une prise de conscience très précoce chez des intellectuels catholiques notamment, de ce qu'a été la spécificité du génocide des Juifs, que pour autant, il n'y a pas eu un problème avec la mémoire de Vichy. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui et donc il dit on savait, mais sans toujours dire quoi. Et par exemple, il va dire oui, il y a eu plein de livres qui sont sortis au moment de la libération, dans les années qui ont suivi, sur l'univers concentrationnaire, et sans voir que la dissociation n'était pas aussi claire qu'il le dit, et que quand il nous dit qu'il y a 250 témoignages qui paraissent, c'est pas du tout sur les Juifs. Il y a 4 sur les 254 qui sont sur les Juifs. Et donc pour le grand public, alors il va nous citer Moria, quelques personnes exceptionnelles, mais pour le grand public, la confusion est quand même demeurée longtemps. Donc, vous voyez, la confusion demeure longtemps, et le problème de Vichy, il est quand même pas posé avant les années 70. Donc là-dessus, il y a quelque chose de. Et alors finalement, il s'en sort par une pirouette en disant il n'y a pas de syndrome d'Auschwitz, mais il y a un syndrome de Vichy, oui. Donc finalement. Alors qu'en fait, la vérité, elle est comme je vous l'ai dit, elle est beaucoup plus nuancée sur les deux. Voilà, je suis un peu confus parce que c'est une réflexion que j'ai en ce moment, mais je vois les choses de manière un peu moins simple que lui. Alors, l'avantage de ce livre, c'est que il est effectivement très très clair, très fluide, très très érudit, mais je trouve qu'il simplifie des choses qui méritent d'être revues. Et dans son nouveau livre, qui est aussi très érudit, il reste uniquement sur des productions culturelles et il passe à côté de tous il y a déjà des débats d'historiographie sur la responsabilité de Vichy, sur l'action de la résistance. Il n'en parle pas. Donc, production culturelle, c'est bien, mais ça suffit pas, quoi. Donc voilà. Mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et je trouve que il a cette vertu, au moins, d'écrire dans un français correct, fluide. Et voilà. Et il fait des livres qui sont très informés et qui suscitent la discussion, quoi. Voilà. Et c'est bien qu'il y ait des discussions entre chercheurs. Alors, si je peux poser une deuxième question à la suite de ce que j'ai posé, c'est quelles sont les questions débattues entre historiens à l'heure actuelle sur la période que vous avez étudiée? Je parle bien des historiens. Il y a aussi
débat médiatique? Alors, il y a, contrairement à certaines simplifications qu'on peut parfois entendre, il y a énormément de débats entre historiens. Vous savez, j'ai eu un débat avec Paxton il y a 4 ans. Je peux vous dire, c'était à l'américaine. Il avait 84 ans. C'était sportif. Il y a des débats sur les origines du statut des Juifs. Cette idée que Vichy a mené une politique purement autochtone. Ça, c'est l'idée de Paxton, c'est l'idée d'autres historiens, comme l'historien allemand Michael Mayer, qui a fait un livre remarquable, hein, très fouillé, très documenté, pour prouver que le statut des Juifs répondait vraiment très logiquement à la tradition antisémite française. Moi, je suis pas d'accord avec ça, et je considère que Vichy livrait à lui-même sa tradition antisémite ne suffisait pas pour faire un statut des Juifs, et que le statut des Juifs, pour moi, est le produit avant tout du contexte et d'une volonté d'alignement, même si les modes. Donc, vous voyez, ça, c'est un débat qui est vif. Alors, ça a été des articles dans des revues internationales, en anglais, en allemand, assez vif au début. Et puis maintenant, voilà, on arrive à des terrains d'entente. Voilà, donc ça, c'est un débat qui est très important. Qui a été très important, alors qui n'est pas du tout visible, hein, mais qui a été. Mais le gros du débat porte sur comment et pourquoi tant de Juifs ont pu survivre en France. Voilà, ça c'est vraiment là-dessus. Vous avez beaucoup de débats qui portent sur. Alors vous avez ceux qui vont vous dire. Vous avez des gens qui considèrent, dans la tradition de Paxton, comme René Posanski, qui est une très grande historienne, qui considère que l'opinion publique était assez antisémite et que finalement les Juifs s'en sont sortis que par eux-mêmes. Ils s'en sont sortis par eux-mêmes, ils se sont démerdés, en quelque sorte. Voilà, et que finalement, et puis il y a eu la chance. Il y a eu de la chance qui fait que les Allemands n'avaient pas suffisamment de trains, qu'il y a eu des. Donc voilà. Et puis il y en a d'autres qui disent, comme Jacques Semelin, comme moi je me situe aussi plutôt dans cette tradition-là, qui vont essayer vraiment de s'attacher à l'opinion publique, à l'environnement social. Et puis moi je suis plutôt dans une autre sensibilité. Moi je travaille beaucoup sur l'État, sur l'administration. Et c'est-à-dire que l'explication. Mais d'ailleurs, c'est la thèse du livre, hein, l'État contre les Juifs, c'est pas de dire, regardez, l'État était méchant, il a persécuté les Juifs. La thèse du livre, c'est de dire, on a utilisé l'appareil d'État contre les Juifs. Et qu'est-ce que ça implique concrètement d'avoir utilisé l'appareil d'État traditionnel pour arrêter les Juifs? Ça implique que ce sont des gens qui avaient des objectifs qui étaient, certes, ils devaient obéir aux Allemands, mais ils avaient d'autres objectifs. Donc, quand on arrêtait un Juif aux renseignements généraux, on pouvait aussi vouloir l'enquêter sur autre chose. On pouvait aussi vouloir arrêter des gens pour du marché noir. Et donc, il y a une complexité. Il y a une complexité. C'est ça que je mets vraiment c'est la thèse du livre. Hein. Cette complexité, ces marges de manœuvre. Pour moi, c'est ça qui explique le bilan. Voilà, donc vous voyez, la grande question, c'est d'expliquer le bilan. Sur le fait que dans les facteurs explicatifs, l'argument selon lequel Vichy aurait mené une politique destinée à sauver les Juifs n'a aucune légitimité scientifique. Parce que il suffit d'analyser ce qui se passe en 1942. On voit très bien que c'est pas du tout un élément qui entre en ligne de compte. C'est un élément qui entre en ligne de compte quand on veut justifier sa politique après coup. Donc effectivement, et c'est normal. Enfin, c'est même dans tous les procès, quelqu'un qui est jugé pour avoir tué quelqu'un va vous dire qu'il aurait pu en tuer 3 autres, c'est des arguments de défense classiques de dire bon j'ai fait ça mais j'aurais pu faire pire et puis finalement ce que j'ai fait c'était un moindre mal parce qu'en fait j'aurais pu. C'est ça la justification. Et ça, effectivement, ce n'est pas retenu comme comme quelque chose de valide d'un point de vue scientifique. Voilà, ça c'est certain. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas effectivement retenir le fait que Vichy n'avait pas l'intention de déporter les Juifs français. Et ça, c'est embêtant parce que dans les médias, vous avez aussi cette simplification, dans les médias, mais aussi dans les déclarations d'hommes politiques.
On a l'impression que Laval, Pétain étaient pires que Hitler. Non, c'est des gens qui ne sont pas particulièrement antisémites, mais qui sont avant tout xénophobes. Et parce qu'ils voulaient collaborer, parce qu'ils voulaient se débarrasser des juifs étrangers, qu'ils avaient donc cette politique autonome, parce qu'ils avaient cette obsession de la souveraineté, ben, ils ont été amenés à commettre le pire. Et ce pire, ils avaient les moyens de ne pas le commettre. C'est ça qui est terrible. Parce que quand on voit le bilan de ce qui se passe en 8 semaines, c'est exorbitant. On a arrêté 25 000 juifs en 8 semaines. Et je ne vous ai pas montré les circulaires de Bousquet, mais ce que Bousquet envoie à ses préfets en zone libre, mais c'est des menaces permanentes, c'est des dizaines de circulaires. On a une volonté politique très forte d'arrêter le maximum de gens. On en arrête, les Allemands en voulaient 40 000 à la fin de l'année 1942, on en a déporté 42 000. Donc vous voyez, au moment où Vichy a le maximum d'autonomie par rapport à 43-44, on livre le maximum de juifs. Puis après, quand Vichy commence à freiner un petit peu, qu'il y a eu la protestation des évêques, on n'en arrête que 16 000 en 1943. Donc, vous voyez, donc vous voyez le nombre de personnes qui auraient pu être sauvées si Vichy avait tout simplement mené une politique de moindre mal. Parce qu'il pouvait y avoir une politique de moindre mal. C'était quoi une politique de moindre mal? Ça aurait été de dire, bon écoutez, vous voulez des gens en âge de travailler, d'accord, on va vous donner des juifs en âge de travailler. Ça implique effectivement qu'on ne peut pas vous donner des gens qui ont des enfants français, parce qu'on ne va pas disloquer des familles, on peut pas, en plus c'est des citoyens, on doit les protéger. Donc voilà, Vichy aurait pu se dire, on vous donne des juifs en âge de travailler. Bon, on ne va pas non plus vous donner des anciens combattants, quand même. Ça, c'est... Et on ne va pas vous donner non plus des gens qui sont handicapés, qui sont infirmes, qui sont... Tous ces gens-là ont été livrés en juillet 42. On a livré des handicapés, et c'est marqué sur les fiches, ils ont des jambes en moins. On a livré des anciens combattants, des gens qui avaient combattu, qui avaient combattu en 14-18, qui avaient combattu en 39-40. Mais les pauvres, ils n'étaient pas français. Et d'ailleurs, souvent, ils avaient été dénaturalisés par Vichy. Depuis 1940, sur la rafle du Veldiv, j'ai pu relever 500 fiches qui concernent des gens qui étaient des Français, qui ont été dénaturalisés. Mais vous avez évidemment les enfants. C'est quand même incroyable d'avoir eu cette idée folle de livrer des enfants qui étaient français. Enfin, Donc le moindre mal aurait été de dire, bon, il y avait deux possibilités. C'était soit de dire, vous voulez arrêter les juifs, arrêtez les juifs. Ce que le Danemark a fait, c'est voilà, donc les Allemands sont obligés de venir avec leurs policiers. Du coup, il y a un échec flagrant parce qu'on voit très bien qu'il y a un refus. Voilà, donc bon, faites-le. Nous, on peut pas, on le fait pas. Est-ce que les Allemands l'auraient fait? C'est pas sûr. À l'été 1943, ils annulent la rafle qu'ils devaient faire dénaturaliser. Ils l'annulent purement et simplement. Et ils préfèrent continuer à arrêter discrètement les Juifs à Paris par des brigades spécialisées parce que ça fait pas de bruit, parce qu'on veut pas émouvoir la population. Donc on pouvait dire soit, écoutez, nous on peut pas, faites-le, soit une vraie politique de moindre mal qui aurait consisté à dire, écoutez, vous d'accord, des Juifs en âge de travailler, on peut pas vous en donner autant, on va vous en donner 20 000. Il y avait moyen. Mais à l'été 42, Vichy est persuadé que l'Allemagne va bientôt gagner la guerre et il faut livrer le maximum de gens. Enfin, c'est mais vraiment incroyable qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui défendent, qui justifient en disant ben non, pacte avec le diable, il fallait préserver le moindre mal, on livre les étrangers parce qu'il faut sauver les juifs français. C'est effarant. C'est vrai qu'il y a un côté, assez désespérant même parce que vous voyez, là, on est entre gens intelligents, mais beaucoup de gens le croient, ça paraît logique. Ça paraît logique. Beaucoup de gens le croient. Et très souvent dans les conférences, on me pose des questions et les gens reviennent et en fait n'ont pas compris. Et à la fin, parfois des gens me disent, en fait, parce que je suis nuancé moi dans mes analyses, donc les gens me disent, mais en fait vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, Vichy a vraiment fait une politique de moindre mal. C'est vous-même vous le dites là, puisqu'il voulait pas déporter les Juifs français. Donc voilà. Oui, je suis pas sûr que ma question soit très claire. Vous nous avez montré l'action française de 1911, le statut des Juifs. Il y a eu cette vision que l'antisémitisme français était
pas contre les individus, pas contre les religions, mais il était politique. Ça a été, si j'ai bien compris, la thèse de Maurras. Or, visiblement, ce distinguo un peu subtil n'a jamais donné n'a jamais servi d'arme en quoi que ce soit au régime de Vichy pour pouvoir justement non pas se défendre dans cette politique de moins normal, mais avoir une compréhension ou une vision un peu différente. Un type comme Bernanos, qui était un fervent défenseur de l'idée de la France juive, s'est complètement retourné quand il a vu ce que donnait la politique antisémite allemande. Un type comme Maurras n'a jamais rien dit. Donc, je comprends pas, enfin, je me pose la question, comment cette subtilité qu'il y avait entre l'antisémitisme français et l'allemand s'est noyée, a disparu. Peut-être que c'était une imbécilité au départ, hein, je ne suis pas loin de soupçonner. Et puis, je voudrais aussi poser une petite question. Dans une certaine mesure, j'ai eu l'impression que pour Vichy, la politique antisémite, c'était un peu une variable d'ajustement. C'est ce qu'on lâche quand les Allemands nous embêtent. Absolument, on le voit très bien dans les négociations de l'été 42. D'ailleurs, les Juifs ne sont même pas mentionnés dans les ennemis communs entre Français et Allemands. C'est les résistants, c'est le communisme, c'est les terroristes. On négocie politiquement, une négociation politique pour avoir ces accords de police, les fameux accords Auberg-Bousquet, et le mot juif n'est pas mentionné une seule fois, alors même qu'on est en train de faire des rafles et qu'on les met en œuvre, qu'on les exécute. Ça ne compte pas. Ces juifs apatrides étrangers, c'était la lie de la terre. Un livre bien connu d'Arthur Koestler, c'est la lie de la terre. Voilà, c'est une variable et c'est quelque chose que Laval met dans. D'ailleurs, il y a dans le journal de Paul Morand, il y a une phrase terrible de Laval qui dit, le 15 août 1942, pour nous, déporter les Juifs, ça n'a que des avantages. Voilà, parce que les Allemands, ça leur fait plaisir, et nous, ça nous libère d'un truc. En plus, ces gens qui étaient dans des camps, beaucoup en zone libre, c'était des Juifs allemands. Donc, les Allemands les reprennent. C'est la variable d'ajustement totale. Et dans l'esprit de Laval, qui peut permettre d'atténuer la pression qui est faite par l'occupant pour avoir des travailleurs dans les usines. Il a ça en tête, Laval. Au même moment, on lui demande des travailleurs et on lui demande des Juifs. Donc, bien évidemment, qui se dit, le maximum de Juifs que je leur donne, c'est moins de travailleurs français avec des familles qui ne seront pas contentes que je fais en moins. Et alors, sur la distinction antisémitisme de peau et antisémitisme d'État, que Charles Maurras a théorisé au début des années 10, où il s'opposait aux antisémites de peau allemands, et il va continuer ce truc-là, il va continuer tout le temps à justifier cet antisémitisme d'État. Et c'est un naufrage intellectuel terrible parce que ça va servir de justification. L'Action française a justifié les rafles contre les Juifs. Et Laval, Maurras, pardon, en a même été jusqu'à dénoncer au moins un Juif, nommément le père de Roger Stéphane, Worms, en février 1944, dans l'Action française, et entraînant l'arrestation de ce malheureux vieil homme par la milice. Jamais il n'a fait le lien entre sa pensée, qu'il pensait pure, et ce que les Allemands ont fait contre les Juifs en France. Pour lui, c'était autre chose. Il ne faisait pas le lien, il voulait pas voir le lien. Donc c'est quelque chose de très étrange. Bon, écoutez, oui, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais remercier très amicalement Laurent Joly d'avoir bien voulu passer cette soirée avec nous et d'avoir répondu à toutes les questions que nous lui avons posées. On l'espère pour un nouveau livre dès qu'il sera publié. J'espère que vous accepterez de revenir parmi nous. Non, ce sera avec un grand plaisir.